Casse le moral. Ça vous casse, hein, ouais. Paresseux, il a tweeté, Richard Ferrand, suite à son interview, mais on va y revenir. Consternant de voir s'agiter les réseaux sociaux et médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans le Figaro. On va faire de l'explication de texte. Hein. On est en période de bac, donc on va décrypter. Il faut savoir lire entre les lignes, effectivement. Donc il dénonce une presse paresseuse qui s'empare d'un sujet comme celui-là. Mais il évoque quand même la possibilité. Il dit qu'il souhaiterait qu'on puisse assouplir la règle et que le président de la République puisse se présenter une troisième fois. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Frédéric, aujourd'hui, 19 juin. Bah voilà, c'est un coup de cœur très rapide, mais on n'oublie pas, 19 juin 86, putain de camion. La mort accidentelle de Coluche, je dis accidentelle, car il y a eu toute une série de mythes, de complots. Il aurait été assassiné parce qu'il allait revenir sur scène au mois de septembre après sa longue parenthèse sur Europe 1, mais c'était un décès accidentel. Voilà, je pense que tous les moins de 40 ans, les moins de 45 ans pensent à lui, tous les Français qui est rentré vraiment dans la culture patrimoniale française. Voilà, moi, à titre personnel, je me souviens très bien du 19 juin 86, c'était le lendemain de mon bac français. Je rentrais chez moi quand j'ai appris sa mort. On se souvient de tout, voilà, des flashs. On se souvient de l'endroit où on était quand on l'a appris. Où on était, les larmes de Michel Denisot sur Canal+, et puis cette vague d'émotions. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas un système médiatique si riche, mais un pays qui avait été absolument sidéré. Alors, bien sûr, on dit toujours, qu'est-ce que dirait Coluche face à toute une série d'événements? Qu'est-ce qu'il dirait Coluche face à... on va parler de Jean-Luc Mélenchon et ses revirements sur la laïcité. En tout cas, voilà, c'est 86. Pour moi, à titre personnel, c'est un peu l'année maudite, parce que c'est la mort de Balavoine, c'est la mort de Coluche, c'est la mort de Thierry Le Luron. Coluche et Le Luron qui s'étaient mariés symboliquement, le premier mariage pour tous, en septembre 85 avec je crois, comment elle s'appelait, Eddie Barclay comme témoin. Donc voilà, 19 juin 86, je pense très fort à lui, et je pense que je suis pas le seul. Non, absolument. Puis c'est une autre date aussi, le 19. Oui, c'est l'anniversaire d'Anne Hidalgo, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie Marion Chauvet, qui est bibliothécaire et que j'embrasse très fort. Anne Hidalgo, oui, c'est son anniversaire, très bien. Dire que Paris est devenu cloaque, le mot est peut-être un peu fort, mais hier j'étais sur le périph', dans le 13e, à la porte d'Italie, vous avez carrément comme en Inde, des bidonvilles, c'est-à-dire que le long du périph', il y a des cartons, des gens qui se sont construits des abris de fortune. Avant le pont Alexandre III, vous avez un sac de couchage qui est posé au pied d'une statue, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, qui est là depuis au moins un mois. J'y passe régulièrement. Enfin, cette ville est devenue sale, impraticable, et j'ai honte de Paris. Voilà, c'est un petit coup de gueule, mais c'est vrai. Hidalgo envisage d'être candidate encore une fois pour un nouveau mandat. Et elle risque d'être réélue. On ne sait jamais. On fera des beaux sondages pour cela dès 2024. Alors, Noémie, vous, c'est un coup de projecteur, un coup de gueule. Comme d'habitude. Bon, vous savez, Valérie, en France, on s'illustre régulièrement par notre capacité à laisser respirer les prisonniers dans leurs cellules. C'est un euphémisme. Vous vous souvenez sans doute de la course de karting à la prison de Fresnes en juillet dernier. On avait appelé ça Colantes, sobrement, cet événement festif qui avait été organisé par la direction. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça Godemichès, puisque donc selon les informations du Dauphiné Libéré, il y a un détenu qui se fait livrer de la viande, des stupéfiants et des godemichés par drone, des sextoys qu'il a pris soin de personnaliser avec le nom de la directrice du centre pénitentiaire. Il est lui-même incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Falavier, près de Lyon, et on se réjouit peut-être qu'il veuille se faire du bien, un peu moins qu'il soit si facile de contourner le règlement, de ne pas respecter les règles, puisque évidemment on est généralement en prison parce qu'on a violé la loi, mais manifestement la prison elle-même n'est pas suffisamment dissuasive pour certains. Oui, absolument. Voilà, petite information insolite du jour, mais en même temps assez symptomatique. Oui, vous voulez réagir, Frédéric? Non, je vois que dans l'opinion publique, on avait vu ça au moment, pas sur le fond de l'affaire, mais plus généralement, dans l'opinion publique, on avait vu ça après l'affaire Colantes dont vous parliez. Il y a toujours ce sentiment que les prisonniers
soit dans des clubs med, vivent mieux que l'ensemble des Français, que la prison est laxiste. C'est loin d'être la réalité. On a un système carcéral extrêmement dur et je crois que le taux d'occupation des prisons atteint aujourd'hui 125 ou 100 ans de prison. Je crois que c'est autre chose là. Par contre, on parle de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'on puisse se faire livrer par drone des godemichés de la viande, c'est problématique. Après, il ne s'agit pas de dire non plus que leur vie est magnifique et que c'est un paradis sur terre. C'est intéressant, mais je trouve que dans la sphère politico-médiatique, on ne parle pas assez des conditions de vie des détenus et surtout, à chaque campagne présidentielle, on peut dire qu'on va construire des prisons. Les principaux candidats, c'était le cas, les principaux candidats ayant gagné. Sarkozy en 2007, Hollande en 2012, Emmanuel Macron, je sais tout le monde en 2017, étaient sur oui, nous allons construire beaucoup de places et on voit que finalement ce n'est quasiment jamais fait ou bien ce n'est qu'une partie du chemin qui est fait. Oui, il faut juste dire quand même que tout le monde réclame que les peines sévères soient prononcées contre les délinquants, qu'on prononce des peines d'incarcération en prison, et quand on veut ouvrir des prisons, et vous savez que personne n'en veut, c'est-à-dire que tous les braves citoyens qui réclament les incarcérations ne veulent pas évidemment qu'une prison soit construite dans leur ville. C'est la raison pour laquelle aussi les retards sont considérables pour cette réalisation des promesses électorales, et vous avez évidemment raison Frédéric, c'est parce qu'à chaque fois on dit ah bah oui d'accord mais pas chez moi. C'est comme bien sûr les centres d'hébergement pour les migrants, c'est enfin tout est comme ça. Il faut, mais pas chez moi. Voilà, c'est exactement ça. Et puis un petit mot, je suis tombée aussi sur cette information, et puis on peut peut-être se poser la question de l'immunité diplomatique sur ce livreur sans papier de 30 ans qui a été victime d'un grave accident de la circulation. Il a été renversé par une voiture de l'ambassade de Chine, d'un homme qui était visiblement ivre. Il travaillait, mais il a perdu son travail et il vit sous la menace d'une OQTF. Donc bon, après il est sans papier, etc. Mais l'immunité diplomatique, je pense que tous ceux qui circulent voient parfois ces plaques, en particulier dans la capitale, vertes, qui font un peu n'importe quoi et qui bénéficient de cette immunité. C'est vrai que c'est moi ce qui avait retenu un petit mon attention. Quelques mots quand même sur l'attaque d'Éric Zemmour, enfin à Brest, et sur le fait qu'il n'y ait pas eu énormément de réactions, que ça ait été Zemmour, Mélenchon ou n'importe qui sur cette violence qui suscite assez peu de réactions, et je pense qu'on devrait s'indigner quand même de voir qu'on ne peut pas signer dans une librairie. Ça concerne Gérard Depardieu aussi, ça concerne c'est cette violence-là que je voulais moi ce matin dénoncer aussi. Vous avez raison, et pour tout vous dire, j'avais pensé aussi à en faire un coup de gueule ce matin, mais c'est toujours la même difficulté, si on est tout à fait honnête, c'est qu'on doit pouvoir défendre tout le monde, mais évidemment le problème c'est que les opposants politiques vont immédiatement vous étiqueter. Bien sûr. Et donc là, vous êtes piégé. C'est terrible, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus défendre certaines personnes parce qu'on sait que sinon on va nous-mêmes être tout de suite catalogués, etc. Mais vous avez raison de le dire, et c'est important qu'on le dise, on doit pouvoir défendre tout le monde et personne ne mérite d'être traité de la façon dont les partisans d'Éric Zemmour sont traités aujourd'hui. C'est insupportable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'ai vu une partie du traitement médiatique mettant presque à égalité des personnes qui sont allées France Bleu, Le Monde, qui parlent d'échauffourées. Alors que dans les faits, voilà, et puis dans les faits, au-delà des personnes qui ont, au-delà d'Éric Zemmour, qui n'a absolument rien à voir là-dedans, c'est des personnes qui veulent acheter un livre et qui se retrouvent. On a vu la vidéo d'une personne d'origine asiatique en sang. Enfin, on sent que ce n'était pas du 50-50. C'était vraiment des personnes qui ont été attaquées par 300. Ils ont été appelés militants. Moi, j'appelle ça des personnes violentes et des personnes radicales. Donc c'est très étrange. Je mets sur le même parallèle, sur le même plan, pourtant plutôt cette personne qui travaillait à TF1, qui est décédée après 2 mois de coma. Je trouve que il y a un vrai silence médiatique sur quand même un journaliste qui a été assassiné. Sur ces violences donc totalement il y a un problème. Il y a des bons sujets et des mauvais sujets. Il y a des bonnes instrumentalisations et des mauvaises instrumentalisations. Ce qui est insupportable, c'est l'intolérance dans ce pays. C'est-à-dire que c'est-à-dire on peut combattre Éric Zemmour. Quand Éric Zemmour fait un meeting politique, ce qu'il faisait, c'était pas illogique que certains protestent contre soit sa présence, contre ses propos. En revanche, quand effectivement, il vient signer son livre, il y a des gens qui ont le droit de venir faire signer leur livre. On peut trouver que ce sont des débiles profonds, mais en tout cas, c'est la violence, moi, que je dénonce. Et c'est la violence, évidemment, qui est insupportable. Donc, ce pays qui devient absolument intolérant,
violent, ne respecte personne. Moi, je trouve ça, d'une manière générale, très préoccupant. Ça participe de la décivilisation, comme dirait le président de la République, en se référant à Jérôme Fourquet, sociologue. Absolument. Et homme respectable de l'IFOP. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de cette interview qui fait beaucoup parler de Richard Ferrand dans le Figaro avec vous, Arlette Chabot, dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, Arlette Chabot, vous vouliez revenir sur cette longue interview de Richard Ferrand dans le Figaro ce matin qui a déclenché un tsunami de réactions à propos de la limitation du nombre de mandats du président de la République. Je vous cite la phrase exacte. Alors, notre Constitution en dispose ainsi. Il répond à la question: regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter? Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats. Tout cela corsette notre vie politique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Alors, emballement médiatique. Oui, forcément, il y a un emballement médiatique parce qu'on s'est dit tout de suite, alors Richard Ferrand demande une modification de la Constitution. Et les commentaires sont partis très très vite en disant « Ah ça y est, voilà, il veut modifier la Constitution avant même la fin de ce quinquennat pour permettre à Emmanuel Macron d'être candidat une troisième fois ». Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'il dit. Encore une fois, il dit à titre personnel, bien entendu. Il regrette donc la modification de la Constitution de 2008 qui interdit à un président de faire, un candidat, comme on veut, de faire plus de deux mandats consécutifs. C'est un choix évidemment de Nicolas Sarkozy, mais il ne dit pas effectivement qu'il souhaite modifier la Constitution. Alors le problème, c'est que c'est pas un novice, il le dit lui-même, il connaît bien la politique, Richard Ferrand. On sait que quand il part sur ce sujet, il renvoie d'abord à des idées qui avaient circulé en Macronie, où on se disait, mais après tout, Emmanuel Macron, s'il démissionnait, provoquait une élection présidentielle avant la fin de son mandat en 2027, est-ce que justement ça annulerait ou pas cette disposition de 2008? Il pourrait à nouveau être candidat. Il n'évoquait pas 2 mandats complets, je crois. 2 mandats complets, exactement. Donc il pourrait être candidat parce qu'il n'a pas accompli les 2 mandats complets. Donc il y avait des spéculations sur ce thème, évidemment. On sait aussi que certains prêtent à Emmanuel Macron, de toute façon, l'envie de revenir en 2027, 2032 pour un 3e mandat qui ne serait pas consécutif. Donc forcément, dans une période d'agitation, là, ça tourne dans la marmite politique, ça bouillonne. On est en plein remaniement, changement de Premier ministre. Le nom de Richard Ferrand est cité parmi les possibles. Donc vous touillez tout ça et vous avez certes un emballement médiatique. Mais c'est vrai qu'en sortant cette phrase, forcément, on s'est interrogé, toute personne, un peu avec un mauvais esprit comme ont les journalistes politiques, forcément, on s'est interrogé. Donc lui, il regrette effectivement la fin du cumul des mandats, il regrette les 2 mandats consécutifs pour les présidents, Richard Ferrand, mais pour l'instant, c'est tout. C'est tout, oui. En même temps, c'est tout, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que le début de l'interview, on lui dit: vous ne vous êtes pas exprimé publiquement depuis que vous avez été battu. Pourquoi? Il répond: n'étant plus acteur, je n'ai pas de vocation de commentateur. Quand on n'a rien à dire, il n'est pas nécessaire de le faire savoir, écrivait Pierre Dac dans ses pensées. Cette maxime mériterait d'être enseignée et diffusée. Je trouve que cette phrase prend tout son sens. S'il n'a rien à dire, pourquoi est-ce qu'il s'exprime? Pourquoi il accepte cette interview? Sur ces 2 propositions, il dit changeons tout cela. Changeons tout cela. Donc, changeons tout cela, ça veut dire forcément que lui, peut-être, a l'idée de proposer une réforme institutionnelle à Emmanuel Macron. On sait que le président y pense. Et pourrait-on introduire dans cette réforme institutionnelle dont on parle depuis 6 ans l'idée du changement, effectivement, des règles? Pourquoi pas? En tout cas, ça interpelle parce qu'il est proche d'Emmanuel Macron. Et que son nom circule, et il y a eu un grand papier dans le Parisien il y a 15 jours qui était qui sortait de nulle part et qui sentait un peu ce qu'on appelle le papier de commande, c'est-à-dire d'un seul coup on parle de lui, on ne sait pas pourquoi. Frédéric Dabi. 2 petits points liés aux enquêtes d'opinion, notamment Salifov fiducial pour Sud Radio. En 2022, quelques semaines
avant sa défaite aux élections législatives dans le Finistère. Je regardais dans le baromètre fiducial pour Match, on avait quasiment 5 Français sur 10 qui ne connaissaient pas Richard Ferrand. Il ne faut pas oublier à quel point la scène parlementaire n'est pas une scène visible, et c'est le même problème qu'a aujourd'hui Yaël Braun-Pivet. C'est dommage pour les Français, tout se passe du côté de l'exécutif, et malgré le débat sur les retraites, ce que les Français ont vu, c'est la bordélisation, si je puis dire, de l'Assemblée nationale. Les acteurs de l'Assemblée ont du mal à percer. Deuxièmement, alors c'était intéressant de parler d'un 3e mandat, d'une réforme de la constitution des institutions. Je suis frappé de voir à quel point ce n'est pas au cœur des préoccupations des Français. Ça ne veut pas dire que ça ne compte pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais la critique en termes de déconnexion, si je puis dire, peut prendre à plein si on reste sur un agenda médiatique saturé sur 3e mandat ou pas, réforme de la 5e République. Alors, dans ce cadre-là, la 6e République, ça n'a jamais été un moteur du vote Mélenchon en 2017 ou en 2022 au premier tour. Oui. Oui. En même temps, pardon, Frédéric, c'est vrai que ça n'intéresse pas les Français, c'est compliqué, mais se pose la question du fonctionnement des institutions aussi. Et quand on dit qu'il faut gouverner autrement, prenons les choses dans ce sens-là, on dit gouverner autrement. On reproche l'autoritarisme, la verticalité du pouvoir, illustrée ou renforcée effectivement par la méthode utilisée pour la réforme des retraites. Ça intéresse les Français en disant et on veut être consulté, on veut être entendu, on veut donner notre sentiment. Donc, si on la prend sur le côté comment aérer ou faire respirer nos institutions, ça intéresse les Français. En revanche, si on se dit 3e mandat, réforme, ça, franchement, c'est pas dans leurs préoccupations, évidemment. Oui, Noémie, Alioua. Il me semble quand même que Richard Ferrand n'assume pas ses propos. S'il le dit pas clairement, il le laisse entendre, il distille l'idée, et ensuite il reproche aux journalistes d'être paresseux et de pas faire leur boulot. Alors sans doute il y a une extrapolation, ça sans doute, mais encore une fois, il distille l'idée. Et ensuite, il n'assume pas et il s'en prend à tout le monde. Bon, voilà. Dernière chose, on n'est pas paresseux, puisqu'on a lu l'interview de Richard Ferrand. Oui, on a lu. Désir, on l'a lu. Donc, il n'a pas osé dire stupide. Non, mais on avait compris que c'était ça. On a quand même l'habitude, les journalistes sont quand même font partie des métiers les plus détestés du monde. À chaque fois qu'il y a un problème dans le monde. J'espère que les sondeurs sont dans le même panier, ça me ferait plaisir. C'est possible, mais en tout cas, les journalistes, on a bon dos, quoi. Oui. Non, mais donc voilà, il a fait un rectificatif. Peut-être a-t-il reçu un petit coup de fil de l'Élysée. C'est pas impossible aussi. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance d'être Premier ministre ou pas? Moi, déjà, si je puis me permettre, nous avons une Première ministre, Madame Borne. Je suis frappé de voir à quel point aucun Français dans nos enquêtes qualitatives, où on les fait s'exprimer spontanément sur les raisons du mécontentement à l'égard de la chef du gouvernement, n'exprime un souhait de départ de sa part. Ce matin dans le Figaro, vous avez un sondage qui vous dit que 65% des Français souhaitent son départ. Oui, c'est ce type de sondage. Moi, je parle d'enquête qualitative où les Français s'expriment spontanément, pas quand on les stimule par une question fermée. D'ailleurs, je ne suis pas au courant de sondage, je suis très choqué qu'un institut pose une question que les Français ne se posent pas et par rapport auquel ils n'ont aucun moyen d'action, parce que c'est une décision présidentielle. Une enquête en mai 91 aurait dit souhaitez-vous le départ de Michel Rocard. Je pense qu'on aurait eu 90% de non. Ça reste une prérogative présidentielle et c'est pas, si je puis dire, dans l'écosystème de l'opinion publique pour les Français. Je vais être dur, le problème c'est pas Madame Borne, c'est plutôt Emmanuel Macron. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler du Rassemblement National et de ce grand sondage que l'IFOP a réalisé. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Alors, Frédéric Dabi, avec vous, on va revenir sur cette enquête IFOP fiduciale à propos du Rassemblement National. Ça a été publié dans le journal du dimanche hier. Ça concerne le Rassemblement National, un parti en voie de normalisation. Je ne sais pas si c'est le bon résumé. Normalisation, mais pas banalisation. Alors, c'est une enquête barométrique, c'est une enquête historique. Elle a été faite pour la première fois pour le Figaro Magazine en 1997. Et pour la petite histoire, à l'époque, on faisait des enquêtes par téléphone. On avait dû faire 10 000 interviews pour trouver 400 personnes qui avaient osé reconnaître, voter pour le Front National. Là, on a une enquête auprès de 3000 Français et nous avons isolé 1300 personnes qui déclarent avoir déjà voté pour le RN. Et il y a cette forme d'ambivalence. D'un côté,
On voit que le vote RN devient un vote massif, devient un vote attrape-tout. Il n'y a plus une catégorie complètement hermétique au vote RN et c'est des sortes de sédiments. Valérie, il y a les segments jean-maristes, c'est-à-dire de l'époque de Jean-Marie Le Pen, les ouvriers, les jeunes, et puis Marine Le Pen a réussi à agréger d'autres segments, les catégories générationnelles intermédiaires, cette France du travail, ce salariat qui aujourd'hui vote Marine Le Pen, qui sont 47% à souhaiter sa victoire en 2027, 47%, hein, c'est 1 sur 2 à l'élection présidentielle. Deuxième élément de normalisation, c'est de moins en moins un vote protestataire, mais de plus en plus un vote d'adhésion. On adhère au constat que le RN fait sur la société, on adhère à ses solutions sur la question migratoire et pour la première fois à un niveau élevé à ces solutions économiques et sociales. On n'est plus seulement sur le diptyque insécurité, immigration, et puis on en parlait tout à l'heure avec Arlette Chabot, la bataille culturelle est gagnée par le RN. Quand on pose toute une série de questions, d'échelle d'attitude sur des grands sujets de société, on a des points de vue de plus en plus convergents entre, d'un côté, l'ensemble des Français, et de l'autre, les électeurs RN, avec seulement une intensité plus forte sur le déclin de la France, sur l'insécurité. Là où il y a des points de divergence, où vraiment là on a une majorité d'électeurs RN, une minorité de Français, c'est sur l'Europe. La France est forte dans son appartenance à l'Union européenne, sur l'immigration et sur la peine de mort. Le rétablissement de la peine de mort, c'est une variable qui fait que quand on est absolument contre le rétablissement, on n'a jamais voté pour le RN, et quand on est pour, on est prompt, ou on a déjà voté pour le Rassemblement national. Donc, normalisation, mais il reste toujours les stigmates d'un parti sulfureux. Les 3 premiers termes qui lui sont associés, c'est extrême droite, raciste, dangereux pour la démocratie, même si nous avons 47% des Français qui considèrent que le RN est capable de gouverner. 47%, il est capable pour gouverner. Dans la radioscopie de 2021, on voyait que Marine Le Pen était jugée un peu comme un boulet pour le RN. Maintenant, elle est clairement dynamique, elle est clairement motrice. Le souhait de victoire de Marine Le Pen, c'est 41%. C'est son score, à un demi-point près au second tour face à Emmanuel Macron en 2022. Le pronostic est quasiment au même niveau. Donc d'un côté, on voit que les électeurs RN croient de plus en plus qu'ils pourraient gagner en 2027. On n'est plus sur un vote témoignage, un vote uniquement tribunicien et protestataire. Et d'ailleurs, cette vocation protestataire, clairement, les Français la placent, l'associent à la France insoumise dans un match de traits d'image comparés entre le RN et la France insoumise. C'est systématiquement ce parti, la France insoumise, qui apparaît plus dangereux, plus extrémiste, plus sectaire et moins capable de gouverner le pays. Donc, vers un moitié plein, vers un moitié vide, normalisation, mais pas encore banalisation. Quand on interroge les Français sur qu'est-ce qui se passerait si Marine Le Pen gagnait, on voit que c'est en rien jugé comme un événement anodin, mais clairement un événement rupture, avec des manifestations dans les banlieues. Tout à fait. Alors, des manifestations massives sur le modèle du 1er mai 2002, après l'accession de Jean-Marie Le Pen, une crise des banlieues numéro 2 comme à l'automne 2005 et puis une image de la France qui serait particulièrement atteinte à l'étranger. On retrouve en revanche ces 42% qui retrouvent les 42% qui ont déjà voté pour le RN, qui disent non, il ne se passerait rien, Marine Le Pen serait une présidente comme les autres. Donc on a cette ambivalence sur le RN, mais très clairement, le mouvement, c'est un parti qui s'installe, qui se normalise et qui aujourd'hui apparaît pour beaucoup de Français comme l'alternative majeure au pouvoir actuel.